Alors, bonjour, on va faire le cours insuffisance aortique. Donc, c'est un cours aussi qui a été préparé avec la collaboration du docteur Abba. Alors, les objectifs pédagogiques de l'insuffisance aortique, donc il faut définir l'insuffisance. On va définir, donc au terme de ce cours, vous allez savoir définir l'insuffisance aortique, expliquer les différents mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance aortique aiguë et chronique, citer les principales étiologies de l'insuffisance aortique, décrire les lésions anatomopathologiques, identifier les signes cliniques évocateurs, planifier les examens complémentaires et étiologiques, énumérer les critères de mauvais pronostic, énumérer les complications évolutives et planifier la stratégie thérapeutique de l'insuffisance aortique. Donc, c'est les mêmes objectifs pathologiques que pour l'insuffisance mitrale. Vous avez le trouver, ces objectifs et ceux de l'insuffisance mitrale, vous allez les trouver sur le cours qu'on a envoyé en PDF il y a déjà un moment. Alors, la définition, on va définir, c'est quoi une insuffisance aortique? Bien entendu, c'est comme pour l'insuffisance mitrale. Elle se définit par un reflux du sang, mais cette fois-ci, c'est pas du ventricule gauche vers l'oreille gauche, mais c'est de l'aorte vers le ventricule gauche. Et c'est pendant la diastole, c'est-à-dire qu'au moment où les sigmoïdes aortiques sont censés être fermés. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un défaut d'étanchéité des sigmoïdes aortiques pour une raison quelconque, pour plusieurs étiologies. On va les voir tout à l'heure. Alors, comme pour l'insuffisance mitrale, on a l'insuffisance aortique chronique et l'insuffisance aortique aiguë. Donc, l'insuffisance aortique chronique, en tête, vous avez le rhumatisme articulaire aigu, donc ça va donner de la fibrose, des rétractions valvulaires. Et donc, vous avez l'endocardite infectieuse, c'est des végétations, des perforations, des abcès de l'anneau. Vous avez les maladies annulo-ectasiantes qui vont donner plutôt des prolapsus valvulaires. La bicuspidie, c'est-à-dire qu'il y a juste deux cuspes, c'est une anomalie congénitale. Une maladie aortique dégénérative, donc c'est des calcifications, comme pour la maladie de Menckeberg pour le rétrécissement aortique. Une hypertension artérielle ou alors sur prothèse valvulaire. On a aussi les maladies de système, les maladies inflammatoires, comme par exemple les maladies inflammatoires, donc les maladies infectieuses. Comme par exemple dans le service, on a eu un malade qui avait une aortite syphilitique avec un énorme anévrisme et un délabrement de ses valves aortiques. Le patient a été opéré, il a eu un bentol valvé, il se porte très bien. Et on peut avoir des insuffisances aortiques post-radiothérapie par altération fibrotique des valves aortiques. L'insuffisance aortique aiguë, donc on a l'endocardite infectieuse, on a les ruptures du sinus de Valsalva et on a les traumatiques aussi qui peuvent donner une insuffisance aortique aiguë. Vous avez la dissection de l'aorte avec extension vers l'anneau et on peut avoir les insuffisances aortiques sur prothèse valvulaire. Juste ici pour préciser que pour les insuffisances aortiques chroniques avec endocardite, c'est pas les délabrements valvulaires. Les délabrements valvulaires donnent plutôt une insuffisance aortique aiguë. En général, c'est quand il y a eu une endocardite avec altération de la valve mineure qui n'est pas très sévère, parce que s'il était sévère, ça aurait donné plutôt une insuffisance aortique aiguë. Alors, les étiologies, on va les détailler. Les dystrophies, donc rappelez-vous que pour l'appareil valvulaire aortique, il est fait de quoi? Il est fait d'un anneau et de trois cuspes. Deux cuspes qui sont coronaires, parce que vous avez les sinus coronaires qui naissent dans le sinus de Valsalva, dans leur sinus, et une non coronaire. Et donc, il n'y a pas de cordage, etc., comme pour l'appareil mitral. Donc, on a un anneau, trois valves. Donc, pour le rhumatisme articulaire, donc je reprends, pour les dystrophiques, ça peut toucher les valves et ça peut toucher l'aorte ascendante. C'est du tissu élastique, donc ça va. Si l'aorte ascendante se dilate et qu'il y a altération avec dilatation de l'anneau aortique, mauvaise coaptation et prolapsus valvulaire et fuite aortique. Donc, elle touche surtout les sujets âgés entre 45 et 60 ans. C'est une fourchette, mais ça peut toucher d'autres personnes, d'autres âges.
Ça, c'est l'âge où elle est le plus fréquente. Elle peut entrer ou non dans le cadre d'une maladie génétique, comme la maladie de Marfan ou la maladie de l'herbe dans l'os. Donc, vous comprenez que c'est les maladies du tissu élastique. Alors, le rhumatisme articulaire aigu, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter, pour l'insuffisance mitrale, c'est une pathologie qui existe encore et on découvre les malades au stade de valvulopathie. Les lésions anatomopathologiques, c'est en général, ça dépend du stade où on voit le malade. Si on le voit avant que la pathologie ait beaucoup évolué, on va avoir un épaississement valvulaire, une rétraction valvulaire. Mais si on le voit tardivement, on peut avoir, en plus du rétrécissement et d'épaississement valvulaire, on va avoir des calcifications. Souvent, quand c'est une étiologie rhumatismale, ce n'est pas une monovalvulopathie, contrairement à l'étiologie dystrophique. Souvent, il y a une coexistence dans la moitié des cas d'une lésion des valves mitrales. Donc, ça va être soit une fuite aortique et une fuite mitrale, soit un rétrécissement mitral et une fuite aortique. C'est l'association la plus fréquente. Rappelez-vous que dans le RA, je vous ai dit le plus fréquemment touché, c'est la valve mitrale, puis l'aorte. Donc, souvent, quand l'aorte est touchée, la valve mitrale l'a été aussi. Parfois, quand elle est associée dans le rhumatisme articulaire aigu, ce n'est pas une insuffisance aortique toute seule, c'est rare, alors que dans les dystrophiques, c'est une insuffisance aortique toute seule. Dans le rhumatisme articulaire aigu, il y a une association d'un certain degré de sténose, et on parlera de maladie aortique lorsque la sténose et l'insuffisance aortique sont équilibrées, c'est-à-dire elles sont aussi sévères les unes ou aussi modérées les unes des autres. Sinon, on va parler de fuite à prédominance de sténose lorsque la sténose est prédominante, ou alors on va plutôt de maladie aortique à prédominance de sténose ou de maladie aortique à prédominance de fuite en fonction de l'anomalie prédominante. Alors, l'endocardite infectieuse, c'est 20 à 40% de l'ensemble des régurgitations aortiques. Donc, il s'agit de végétation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on peut avoir aussi un abcès de l'anneau. On peut avoir, donc, elles peuvent donner une insuffisance aortique aiguë ou subaiguë. Alors, la dissection de l'aorte, donc c'est une dissection qui va toucher l'aorte et qui va s'étendre sur l'anneau aortique. Il va y avoir donc une distension de l'anneau avec prolapsus valvulaire par déchirure intimale de l'aorte qui va s'étendre sur la valve. Donc, quand est-ce qu'il faut y penser? En général, c'est une insuffisance aortique qui va être aiguë. Et donc, c'est des malades qui vont avoir une douleur thoracique évoquant une dissection de l'aorte. Ça, vous connaissez les critères sémiologiques d'une douleur thoracique évoquant une dissection de l'aorte. Si vous ne connaissez pas, il faut aller les regarder. Et l'apparition d'un souffle d'insuffisance aortique concomitamment. Dans ce cas, il faut penser à une dissection de l'aorte. Les autres étiologies, donc vous avez les aortites, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aortite syphilitique, elle est rare, mais elle existe toujours, il faut savoir y penser. Vous avez aussi les aortites inflammatoires, telles que la spondylarthrite ankylosante et la maladie de Takayasu. On peut avoir aussi des insuffisances aortiques congénitales, c'est dans le cadre du syndrome de Lowry-Betsy, c'est une association d'une insuffisance aortique avec une CIV. Du fait de l'existence d'une CIV, il va y avoir aspiration d'une CIV sous-aortique, il va y avoir aspiration d'une valvule aortique, c'est ce qu'on appelle par effet Venturi, et donc il va y avoir une fuite aortique qui va s'associer. Dans les congénitales, on a aussi les bicuspidies, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez les traumatiques, heureusement c'est rare, les post-radiques et les médicamenteuses, c'est les anorexigènes, comme c'était le cas avec le Mediator et les amphétamines. Alors au plan physiopathologique, vous avez la symptomatologie, donc plutôt le retentissement cavitaire, dépend du volume, de la sévérité du volume régurgité. Alors, plus le volume régurgité est important,
Donc, plus l'orifice régurgitant est important, plus le volume régurgité est important, plus le retentissement sur le ventricule gauche sera important. Et donc, la symptomatologie fonctionnelle sera importante. Et là, il faut faire très attention, je vais attirer sur votre attention, la fuite va se faire en diastole. Donc, c'est pour ça que les tachycardies chez un malade en insuffisance aortique, il faut la respecter. Il ne faut pas aller donner un bêta-bloquant pour allonger la diastole, parce que si vous allongez la diastole, vous allongez la durée du reflux, vous augmentez le volume régurgité, et donc vous augmentez le retentissement, vous aggravez plutôt le retentissement sur le ventricule gauche. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous avez un volume régurgité à chaque diastole, vous avez un volume qui revient, forcément. Loi de Starling, donc du moins au début, il va y avoir un volume d'éjection systolique qui va être de plus en plus important. C'est la loi de Starling, donc plus la dilatation ventriculaire gauche est importante. Sauf que la loi de Starling, vous l'avez appris, elle n'est pas indéfinie. Donc vous allez avoir une courbe ascendante et puis à un moment donné, malheureusement, va arriver la courbe descendante, c'est-à-dire que malgré une dilatation du ventricule gauche, il ne va plus y avoir d'augmentation du volume d'éjection systolique. Donc stase dans le ventricule gauche, dilatation ventriculaire gauche, augmentation de la précharge, OAP et insuffisance cardiaque gauche. Donc, secondairement, l'insuffisance aortique, toujours chronique, donc vous avez une dilatation, mais il va y avoir une petite hypertrophie ventriculaire gauche. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une augmentation de la post-charge qui est fonctionnelle. Parce que le volume d'éjection systolique étant important, le ventricule gauche va, pour essayer de lutter contre cette augmentation de la post-charge qui est due à un volume éjecté qui est très important, et donc il va y avoir une hypertrophie. Mais celle-là aussi, elle ne sera pas indéfinie. Donc à un moment donné, inéluctablement, on va arriver vers la dilatation et la dysfonction ventriculaire gauche si on laisse évoluer et qu'on ne fait rien. Alors, dans l'insuffisance, tout ça, c'était l'insuffisance aortique chronique. Dans l'insuffisance aortique aiguë, il n'y a pas de dilatation du ventricule gauche, il n'a pas eu le temps de se dilater. Donc il n'y a aucun mécanisme d'adaptation qui est encore installé, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas de dilatation, et donc très vite, l'hyperpression, l'augmentation du volume du ventricule gauche, comme il pourra, donc il n'y a pas de dilatation compensatrice, ça va se retentir très vite sur l'oreillette gauche, très vite sur les veines pulmonaires, et donc très vite, il va y avoir de l'OAP, parfois état de choc. Donc, chez un malade en insuffisance aortique chronique, on a deux phases. La phase de compensation et la phase de décompensation. Donc, dans la phase de compensation, sur le plan clinique, comme je vous ai dit pour l'insuffisance mitrale, le malade peut rester asymptomatique, alors qu'il y a un énorme retentissement sur le ventricule gauche. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut diagnostiquer les patients et qu'il faut peut-être poser l'indication opératoire si les critères d'opérabilité sont réunis. Je vais vous en parler. Donc, au stade de compensation, pourquoi c'est compensé? Pourquoi il n'y a pas de symptômes? Parce que augmentation de volume régurgité, le ventricule gauche est sur la courbe ascendante de la courbe de Starling, il va y avoir une augmentation du volume d'éjection systolique. Cette augmentation du volume d'éjection systolique va augmenter la post-charge, donc il va y avoir une hypertrophie ventriculaire gauche qui va maintenir l'efficacité de la loi de Starling, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir donc ces mécanismes compensateurs qui vont être dépassés, et ces mécanismes compensateurs, quand ils sont dépassés, le malade va être au stade de décompensation. Pourquoi? Parce que on est sur la courbe descendante de la courbe de Starling, et donc les fibres élastiques, les fibres se sont tellement dilatées qu'à un moment donné, il ne va plus y avoir, donc on va être sur la courbe descendante de la courbe de Starling. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Le volume éjecté, il va y avoir toujours un résidu post-télésystolique après chaque systole. Et s'il y a un résidu post-télésystolique, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. L'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche
il va y avoir une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, une augmentation dans les veines pulmonaires, les capillaires et l'OAP. Donc ça va être d'abord de la dyspnée d'effort, puis carrément de la dyspnée de repos, voire un œdème aigu du poumon. Et ça c'est en amont. En aval, il va y avoir, à cause de la diminution de la contractilité du ventricule gauche, on est sur la courbe descendante de Starling, je vous le rappelle, et donc il va y avoir une diminution de la fraction d'éjection, et donc une diminution du débit cardiaque, et donc une altération, donc une insuffisance cardiaque. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant la phase, donc, lorsqu'il y a une augmentation lorsqu'il y a une insuffisance aortique? Il va y avoir deux choses sur le plan retentissement clinique. Essayez d'imaginer. Donc, pendant la diastole, il va y avoir un reflux d'un certain volume dans le ventricule gauche. Comment ça va s'exprimer sur le plan tensionnel? Il va y avoir une diminution de la diastole, vous êtes d'accord? Puisque pendant la diastole, il va y avoir un volume qui va diminuer, donc la pression artérielle diastolique va être basse. Pendant la systole, le volume éjecté est égal au volume régurgité plus celui qui est reçu dans l'oreillette gauche, et donc la pression systolique va augmenter. Et donc, l'effet, en fait, c'est comme ça qu'on va expliquer l'élargissement de la différentielle tensionnelle. La systole augmente, la diastole diminue, donc vous avez une différentielle entre la systole et la diastole qui va être très important. Au plan, quand on examine les pouls du patient, il va y avoir une hyperpulsatilité artérielle. Pourquoi? C'est très simple à imaginer pareil. Donc pendant la systole, vous avez un pouls qui va être très important, qui va se déprimer très vite pendant la diastole. Et du coup, vous avez donc cette hyperpulsatilité parce qu'à chaque systole, vous avez un volume éjecté qui est très important. Ça, toujours, encore une fois, pendant la phase compensée. Pendant la phase décompensée, dysfonction ventriculaire gauche, tous ces éléments vont s'atténuer, voire disparaître. Alors, sur la circulation coronaire, je rappelle aussi que la circulation coronaire, les artères coronaires se remplissent en diastole. Donc, si pendant la diastole, vous avez un énorme reflux de sang qui revient dans le ventricule gauche, donc la pression artérielle diastolique aortique va être basse. Et si la pression artérielle diastolique va être basse, il va y avoir un remplissage coronaire qui va être bas. Or, c'est un malade, c'est un ventricule, rappelez-vous, à qui on a demandé de travailler plus. Donc, il va gérer, il est obligé de gérer une post-charge qui est plus importante en système. Donc, il est en train de s'hypertrophier, il est en train d'éjecter un volume supplémentaire. Et donc, il va y avoir un déséquilibre entre les besoins coronaires et les apports coronaires. Les besoins sont augmentés, les apports sont bas. Et donc, il va y avoir une insuffisance coronaire fonctionnelle. Alors, au plan clinique, on peut avoir une absence totale des symptômes. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire, je répète et j'insiste, que comme pour l'insuffisance mitrale, ça ne veut pas dire que la valvulopathie n'est pas sévère. Donc, l'absence de symptômes n'est pas synonyme d'absence de valvulopathie sévère. Donc, chez les patients asymptomatiques, il faut retenir que le ventricule peut se détériorer à bas bruit, il va évoluer vers une dysfonction myocardique irréversible qui est liée à l'insuffisance aortique. Une fois qu'on est sur la courbe descendante de la courbe de Starling, il n'y a plus rien à faire parce qu'il y a une dysfonction myocardique. Donc, chez les malades qui sont symptomatiques, donc le symptôme principal, c'est une dyspnée d'effort. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la PTDVG, donc une augmentation des pressions de la précharge, et donc vous avez une dyspnée d'effort. Parfois, on peut carrément avoir des crises angineuses liées à l'effort. Je vous ai expliqué le mécanisme tout à l'heure. C'est rare, mais c'est grave. Donc, c'est par diminution donc par insuffisance coronaire fonctionnelle. On peut avoir des palpitations
Donc le malade est ça veut dire que le malade est en train, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué, que le premier mécanisme compensateur de l'insuffisance cardiaque, c'est une tachycardie. On peut avoir des syncopes, c'est rare par rapport au rythme aortique, mais ça existe. Et puis après, on peut voir carrément le malade au stade d'insuffisance cardiaque. Malheureusement, on en voit encore dans notre consultation. Et parfois, c'est directement une mort subite, c'est beaucoup plus rare que pour le rétrécissement aortique, mais il faut savoir que ça existe. Donc, c'est à l'auscultation, il va y avoir dans l'insuffisance aortique, toujours chronique, à retenir, ça veut dire qu'il y a un retentissement sur le ventricule gauche, donc on va avoir un ventricule gauche qui est dilaté, donc un choc de pointe étalé, dévié vers le bas, comme je vous l'ai dit pour l'insuffisance mitrale, c'est une dilatation. C'est une surcharge volumétrique, donc c'est une dilatation du ventricule gauche. À l'auscultation, on va avoir un souffle holodiastolique de régurgitation, qu'on ausculte beaucoup mieux en position assise penchée en avant, et donc ça va être un flux, plutôt un souffle au foyer aortique, et qui irradie le long du bord gauche du sternum, mais vers le bas. C'est pas comme pour l'insuffisance mitrale, où c'est une irradiation le long du bord gauche du sternum, mais vers le haut. Donc, la direction de l'irradiation. En plus, un est systolique, l'autre diastolique, donc il n'y a pas lieu du tout de confondre. Alors, pour les signes physiques, toujours dans les signes physiques, donc c'est un souffle diastolique de régurgitation, donc il est holodiastolique, il est doux, humé et aspiratif. Donc l'intensité, comme je vous l'ai dit, est accrue lorsque le patient est assis et penché en avant. On peut avoir un souffle systolique déjectionnel, d'hyperdébit, d'augmentation du débit transaortique pendant la systole. Après, c'est quoi les critères physiques d'une insuffisance aortique importante? Il y a énormément de signes auscultatoires. Vous avez le pistol shot. C'est quoi le pistol shot? C'est un claquement mésosystolique. En fait, c'est quoi? C'est lorsque l'onde systolique, donc ça tape sur la paroi aortique, et donc lors de la systole, comme le volume éjecté est très important, donc on va avoir donc un claquement mésosystolique qu'on va ausculter donc au niveau en sous-clavière droite. Le roulement de Fleet, c'est quoi? Diastolique de Fleet, ça va être comme un rétrécissement mitral. C'est quoi en fait? Pendant la diastole, comme il y a une insuffisance aortique, à ce moment-là, la valve mitrale est ouverte. Or, vous avez un énorme reflux vers le ventricule gauche. Et donc, ça va gêner l'ouverture de la grande valve mitrale. Et ça va créer comme un rétrécissement mitral fonctionnel. Et à l'auscultation, ça va se traduire par un roulement diastolique. Mais bien sûr, il va pas y avoir l'éclat de B1, etc. Donc, c'est pas une anomalie de la valve mitrale, c'est une anomalie fonctionnelle de la valve mitrale. À un stade beaucoup plus avancé, on peut avoir un galop. Le galop traduit les signes d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc les signes périphériques, ça c'est les signes auscultatoires. Maintenant les signes périphériques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir un élargissement de la différentielle. Et on va dire que l'insuffisance aortique est massive lorsque la pression artérielle diastolique est inférieure à 50 mm de mercure, ou alors lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 3 fois la PAD. Donc, exemple, 130, 40 mm de mercure. Donc inférieur à 50 et 3 fois. Alors, on peut avoir aussi l'hyperpulsatité artérielle, le pouls de Corrigan, donc c'est un pot capillaire, on appuie sur le pot capillaire de Quick, donc on appuie sur l'ongle et on voit le sang refluer à chaque systole. Vous pouvez avoir le double souffle fémoral de Durosier, vous pouvez avoir le hippus pupillaire, donc c'est la pupille qui se dilate et qui se rétrécit à chaque systole et diastole. Vous pouvez avoir aussi les pouls de Corrigan, ça veut dire c'est des pouls amples et bondissants. Vous pouvez avoir le signe du Musset, donc c'est la tête qui bouge à chaque éjection. Et la danse des carotides. Donc tout ça signe une hyperpulsatilité périphérique, aussi bien capillaire qu'artérielle. Alors,
Il faut toujours, comme je vous ai dit pour la valve mitrale, il faut rechercher une valvulopathie associée, il faut rechercher les signes d'insuffisance cardiaque, et il faut chercher des signes qui peuvent vous orienter d'emblée, si c'est un malade que vous ne connaissez pas, vers une étiologie comme un morphotype particulier. Si le sujet est très grand, qu'il a les critères d'un syndrome de Marfan, il faut penser à un Marfan. Si vous avez une poussée hypertensive, il faut penser à la dissection de l'aorte. Si vous avez une fièvre, vous pensez à une endocardite infectieuse. Alors, à l'électrocardiogramme, on va avoir des signes de retentissement toujours dans l'insuffisance aortique chronique, dans l'insuffisance aortique aiguë. On n'aura que, puisqu'il n'y a pas de retentissement, on n'aura qu'une tachycardie sinusale. Donc, c'est des signes en faveur de l'insuffisance cardiaque. Donc, pour l'insuffisance aortique chronique, vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Donc, vous connaissez les critères. C'est une surcharge volumétrique. Donc, ça va être une surcharge. Donc, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. On peut avoir parfois un bloc de branche gauche lorsque l'insuffisance aortique a longtemps évolué. On peut avoir aussi une hypertrophie ventriculaire gauche qui va devenir de type systolique lorsque c'est une insuffisance aortique qui est très ancienne et importante. Donc ici, vous avez un ECG d'une hypertrophie ventriculaire gauche très importante. Regardez l'onde R en V5 et l'onde S en V1 et V2, qui est très très importante. Vous avez une petite onde Q, effectivement, et une onde T qui est positive. Donc, vous avez à la radio du thorax, bien sûr, on va avoir un index une cardiomégalie, donc un index cardiothoracique qui est supérieur à 0,5. Donc, on va avoir un ventricule gauche qui est dilaté et parfois hypertrophié. Donc, une pointe allongée sous-diaphragmatique. Une dilatation de l'aorte ascendante, il faut penser dans les cas où il s'agit d'une dissection de l'aorte, de l'anévrisme de l'aorte ascendante, dans les maladies anévoctasiantes. On peut voir des calcifications en regard du bouton aortique dans les insuffisances aortiques rhumatismales ou dégénératives. Et il faut chercher les signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà un exemple d'une insuffisance aortique. Ici, vous avez les coups d'angle des calcifications de l'aorte, une dilatation de l'aorte ascendante et un ventricule gauche qui est dilaté et un petit peu hypertrophié avec une pointe sous-diaphragmatique. Donc, l'échographie transthoracique, comme pour toutes les valvulopathies, l'échocardiographie Doppler permet plusieurs choses. Elle confirme le diagnostic, permet de quantifier la sévérité de l'insuffisance aortique, de rechercher les retentissements cavitaires et sur la voie pulmonaire, de chercher une valvulopathie associée et de la quantifier et d'aider au diagnostic étiologique. Donc, à l'échographie, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser la valve, évaluer l'insuffisance aortique et la classer en IM minime, modéré à sévère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut calculer la surface de l'orifice régurgitant, le diamètre de l'orifice régurgitant et le volume régurgité. Donc, si le volume régurgité est supérieur à 60 ml, on parle d'une insuffisance aortique massive. Et on va aller évaluer le retentissement sur le ventricule gauche en calculant la masse VG pour dire qu'il y a une hypertrophie VG et en calculant les diamètres ventriculaires gauche et la fraction d'éjection. Et bien sûr, tout ça doit être rapporté à la surface corporelle. C'est très important parce que c'est pas le même volume chez une personne de 1,90 m et chez une petite personne de petite taille, et donc il faut rapporter à la surface corporelle la masse, les diamètres, etc. Donc l'échographie aide à l'étiologie, au diagnostic étiologique. Dans la maladie anévoctation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une dilatation de l'aorte et des anévrismes du sinus de Valsalva. Dans l'endocardite, on va chercher des végétations, on va chercher des perforations valvulaires et on va chercher des abcès de l'anneau. Et dans ce cas, même dans le premier cas aussi,
un grand intérêt de compléter par un écho transœsophagienne qui va affiner le diagnostic. Dans le rhumatisme articulaire aigu, on va avoir un épaississement valvulaire, une symphyse commissurale et un stade plus avancé des calcifications. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours chercher l'association d'une valvulopathie mitrale qui est souvent associée dans ce cas. Les atteintes dystrophiques, ça va être un prolapsus sigmoïdien. Dans la bicuspidie, il va y en avoir 2 queues au lieu de 3. Et dans la dissection de l'aorte, on va avoir un faux chenal, un film intimal dans l'aorte ascendante et qui s'étend vers l'anneau aortique avec prolapsus valvulaire. Donc ici, oreille gauche, ventricule gauche, voilà la fuite. Donc le flux couleur, celui-là, tout ça, on présente là. Donc la fuite aortique, et ça c'est l'orifice régurgitant en appui sans diamètre. Donc c'est quoi? Donc la vena contracta, c'est l'orifice, c'est le diamètre le plus, là où il y a le diastasis, c'est par où ça fuit. Donc vous voyez ici. Donc l'écho transœsophagienne, elle est très intéressante, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les dissections et dans les endocardites infectieuses, elle est même obligatoire pour avoir une analyse fine et précise des lésions. Alors les autres examens, en fait comme pour toutes les valvulopathies, il faut le retenir, avant d'opérer un malade, il faut faire une coronarographie préopératoire dans les cas suivants. Aussi bien pour l'IM, le redressement mitral, le redressement aortique, surtout le redressement aortique. Donc, une coronarographie est indiquée quand? Elle est indiquée que lorsqu'il y a un angor clinique ou une suspicion de cardiopathie ischémique. Elle est indiquée chez l'homme de plus de 40 ans, même s'il n'a aucun facteur de risque, chez une femme ménopausée, vous connaissez la définition de la ménopause, c'est une femme qui n'a pas eu ses règles depuis plus d'une année, et un patient avec au moins un facteur de risque, c'est-à-dire un patient de 35 ans qui a un diabète, il faut faire la coronarographie pré-op. Ou alors, même s'il n'y a pas tous ces signes, s'il existe une dysfonction ventriculaire gauche systolique associée à la valvulopathie, il faut faire une coronarographie pré-op. C'est très important. Et ça s'applique à toutes les valvulopathies. Donc, c'est le bilan pré-op, la coro pré-op. Donc, c'est les indications de la coro pré-op qui s'appliquent à toutes les valvulopathies. Alors, les examens, les autres examens, c'est l'écho transœsophagien, j'en ai parlé. On peut faire l'IRM aussi cardiaque qui a une place de plus en plus intéressante et on peut faire le scanner thoracique spiralé. Donc l'IRM, parce qu'elle donne des images, des analyses qui sont très fines. Donc après une endocardite, un abcès de l'anneau, une dilatation de l'aorte ascendante, un anévrisme de l'aorte, etc. Donc les diagnostics différentiels, c'est lesquels? Vous avez un roulement diastolique du rétrécissement mitral. Le diagnostic différentiel, c'est un rétrécissement mitral vrai. C'est peut-être pas un roulement de Flynn, c'est un RM associé. Donc on peut avoir aussi un souffle diastolique des ruptures du sinus de Valsalva, alors que c'est pas la valve aortique qui est malade, c'est les sinus de Valsalva. On peut avoir un souffle continu du canal aortique, donc en fait tous les souffles du foyer aortique, c'est des diagnostics différentiels, mais à l'écho on pose le diagnostic très facilement. L'insuffisance aortique, donc l'évolution. L'insuffisance aortique est une affection grave. Pourquoi? Parce qu'elle retentit sur le ventricule gauche et elle donne des dysfonctions ventriculaires gauche, parfois qui peuvent être réversibles et parfois ça peut donner une mort subite. L'autre élément de gravité, c'est le fait que c'est une pathologie à un risque d'endocardite élevé. Alors, l'évolution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'insuffisance aortique chronique, c'est une évolution qui peut rester lente et qui peut ne pas y avoir de symptômes, même lorsqu'il y a un fort retentissement. Lorsqu'elle est symptomatique, une aggravation rapide avec une mortalité de 10 à 20% par an. Donc, si on dessine la courbe de Kaplan-Meier en évolution spontanée sans opération, à un moment donné, vous avez tous les malades qui seront morts au bout de 5 ans, puisqu'il y a 20% qui vont mourir chaque année. Donc, savoir poser l'indication chirurgicale,
Donc, il faut, dès qu'il y a des critères d'opérabilité, même si le malade est encore asymptomatique. Et les critères d'opérabilité, c'est lesquels? C'est les critères de taille ventriculaire gauche et de fonction ventriculaire gauche pris en échocardiographie. Donc, bien entendu, je précise qu'on opère une insuffisance mitrale et une insuffisance aortique asymptomatique sur des critères échocardiographiques, enfin qu'on a démontré que l'insuffisance aortique est massive et que l'insuffisance aortique mitrale est massive aussi. Ça, c'est une obligation, mais je le précise quand même. Donc l'absence, l'évolution, donc l'absence de traitement, donc si on n'opère pas, la survie moyenne après l'apparition d'un angor est de 3 à 5 ans. Après l'apparition de signes d'insuffisance ventriculaire gauche est de 2 à 3 ans. Et quand il y a une insuffisance cardiaque globale, elle est de moins d'1 an. Et lorsque vous avez un malade qui a une insuffisance cardiaque, la survie est de 28%. Donc tout ça, j'espère, vont contribuer à vous faire poser les diagnostics de l'insuffisance aortique importante au stade asymptomatique et de proposer une chirurgie à vos patients à ce stade-là, parce que c'est uniquement à cette condition-là qu'on va avoir un pronostic post-opératoire à moyen et long terme qui peut être convenable. Alors les complications, c'est l'insuffisance cardiaque, l'endocardite, la mort subite et la dissection de l'aorte. Alors la prise en charge, pour ne pas avoir des insuffisances aortiques rhumatismales, il faut bien traiter les angines et faire une prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu chez les malades chez qui on découvre une insuffisance aortique rhumatismale. Il faut faire une très bonne prophylaxie de l'endocardite, surtout en soins stomatologiques, bucco-dentaires. Et il faut faire un dépistage familial chez les maladies familiales. Dans les bicuspidies avec dilatation de l'aorte, il faut faire une enquête familiale. Chez les familles de maladies de Marfan, maladies d'Ehlers-Danlos, dans toutes les maladies du tissu élastique, il faut faire un dépistage familial pour identifier les patients qui sont porteurs d'une insuffisance aortique asymptomatique possible. Alors le traitement, c'est le traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Si le malade est en insuffisance cardiaque, c'est pareil, régime peu salé, des diurétiques, des vasodilatateurs, particulièrement des IEC, des ARA2. Les bêta-bloquants, il ne faut pas les donner dans les insuffisances aortiques. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Dans les insuffisances aortiques importantes, parce qu'en créant une bradycardie, vous allongez la diastole, vous augmentez le volume régurgité, vous aggravez le retentissement sur le ventricule gauche. Donc, il faut, par contre, ils sont intéressants dans le ralentissement de la dilatation de l'aorte ascendante chez les malades qui ont un anévrisme de l'aorte. Donc, si c'est une insuffisance aortique associée à une bicuspidie ou une maladie de Marfan, donc on peut donner un bêta-bloquant dans ce cas-là. Alors, le traitement chirurgical, c'est en majorité des remplacements valvulaires aortiques. Rarement des plasties aortiques parce que les résultats sont très controversés. Faut voir. Il y a certains chirurgiens, et sont très très rares, qui réussissent bien la plastie aortique, contrairement à la plastie mitrale qui est beaucoup plus facile. Donc c'est souvent un remplacement valvulaire. Donc soit c'est une prothèse biologique chez les sujets âgés, soit une prothèse mécanique chez les sujets jeunes. Parfois, lorsqu'il existe une dilatation de l'aorte ascendante ou un anévrisme de l'aorte ascendante, on remplacera l'aorte ascendante en même temps que le remplacement valvulaire, donc en mettant un tube valvé ou en remplacement de l'aorte ascendante et les sigmoïdes aortiques par une valve. Donc, le traitement, lorsqu'il s'agit d'une insuffisance aortique aiguë, donc c'est une chirurgie de remplacement en urgence. Si c'est une dissection de l'aorte, donc ça on remplacera l'aorte et la valve. Si c'est donc en général les insuffisances aortiques aiguës, donc il y a beaucoup les dissections, les anévrismes, de l'aorte ascendante et parfois c'est uniquement la tête valvulaire comme c'est dans le cas de l'endocardie. Donc ne pas oublier d'associer le remplacement de l'aorte ascendante lorsque celle-ci est anévrismale. De toutes les façons, il y a des critères d'opérabilité à respecter dans tous ces éléments. Alors, le traitement chirurgical, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en présence d'anévrisme, il faut faire une intervention de Bentol. Bentol, c'est remplacer l'aorte ascendante et mettre une valve à l'intérieur.
Et voilà pour la chirurgie. Alors, les indications opératoires. Prise en charge d'une insuffisance aortique, toujours selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc, lorsque vous avez une aorte ascendante, ça uniquement je vais vous parler, donc quand est-ce qu'on associe un remplacement de l'aorte ascendante. Lorsque vous avez une aorte ascendante qui est supérieure ou égale à 55 mm de mercure, avec une valve, sans maladie même s'il n'y a pas de maladie de Marfan. Lorsque vous avez une bicuspidie, c'est toujours 55 mm de mercure. Lorsque vous avez une maladie de Marfan, ce n'est plus 55, mais c'est 50, parce que le risque de dissection est très important, et c'est 45 lorsqu'il y a un haut risque de dissection. Je vais vous expliquer ce que c'est que les hauts risques de dissection. C'est quoi les hauts risques de dissection? Donc, si vous avez un antécédent familial de dissection, lorsque vous avez un désir de grossesse ou l'existence d'une hypertension artérielle, ou lorsque le diamètre dans le suivi du patient a augmenté de 3 mm par an. Donc à ce moment-là, en plus d'opérer l'aorte, il faut opérer en plus d'opérer la valve, il faut opérer l'aorte ascendante. Je répète, et c'est très important. Lorsque vous avez un malade qui a une insuffisance aortique et qui a en plus de ça une aorte ascendante qui est dilatée, voilà quand est-ce qu'il faut associer une intervention sur l'aorte ascendante en plus du remplacement valvulaire. C'est si l'aorte ascendante est supérieure à 55 dans le cas de bicuspidie et en cas même s'il n'y a aucune autre pathologie, ou alors en cas de bicuspidie, c'est 50 lorsqu'il y a un risque de dissection, et voilà les risques de dissection. Pour le Marfan, c'est 45 lorsqu'il y a un risque de dissection. Donc maintenant, il n'y a pas lorsque le malade a ces éléments-là, à ce moment-là, vous opérez, ça pose aucun problème. Maintenant, il n'y a pas d'atteinte de l'aorte ascendante, ou alors elle est atteinte, mais elle n'est pas sévère. C'est-à-dire, il n'y a pas de ces critères de sévérité. Et que l'insuffisance aortique est sévère. À ce moment-là, elle est symptomatique. Il faut opérer, on ne discute pas. Elle n'est pas symptomatique, on va aller chercher des critères d'opérabilité, comme pour l'IM. Si la FEVG est inférieure à 50, rappelez-vous que pour l'IM c'était 60. Si le diamètre télédiastolique est supérieur à 70, ou alors à 50 ou 25 mm par mètre carré pour le télésystolique, à ce moment-là, il faut opérer. Si tous ces critères, si le malade n'est pas symptomatique, même si l'insuffisance aortique est sévère et qu'il n'est pas du tout symptomatique, à ce moment-là, on va donner un traitement médical, mais il faut faire un suivi très régulier afin de rechercher ces éléments, et dès qu'un de ces éléments apparaît, vous rejoignez ce bras de l'algorithme et donc vous opérez votre patient. Alors en conclusion, en fait c'est du take-home message. L'insuffisance aortique est une valvulopathie généralement chronique, mais des formes aiguës existent. L'élargissement de la pression artérielle différentielle traduit une insuffisance aortique sévère. Donc vous avez un élément clinique facile à rechercher pour évaluer la sévérité de l'insuffisance aortique de votre patient. L'échodoppler est un examen clé. Il permet le diagnostic positif étiologique et de sévérité. L'insuffisance aortique d'origine annulo-ectasiante et la dissection de l'aorte comporte un risque de dissection ou de rupture de la paroi aortique. Donc le diamètre de l'aorte ascendante représente parfois le seul critère d'opérabilité. Je m'explique. Même quand l'insuffisance aortique n'est pas très importante, vous n'avez pas de fort retentissement sur le ventricule gauche, si vous avez des critères d'opérabilité, c'est-à-dire un diamètre de l'aorte supérieur à 55 et tous les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, donc on sera obligé d'opérer pour l'aorte en même temps pour la valve aortique. Le RA existe encore chez nous. Le traitement chirurgical est le seul traitement curatif. Et voilà, c'est la fin du cours.